notre argent va perdre de la valeur au fur et à mesure. On a pu faire mieux que la moyenne des investisseurs sur les 120 plus grosses entreprises cotées en bourse. Salam alaikum à tous, merci d'être là pour ce webinaire qui concerne l'investissement en actions relatif à la finance islamique. Donc le but de ce webinaire, effectivement, c'est de voir aujourd'hui en tant que musulman, comment est-ce qu'on peut diversifier son patrimoine, de manière éthique. Donc l'investissement là en l'occurrence en bourse est encadré par les savants, donc nous allons y venir par la suite, et il y a des règles bien précises qu'il faut suivre. Alors déjà je vais commencer par présenter Investisseur Rentier. Alors Investisseur Rentier, c'est une plateforme que j'ai créée, donc je suis le créateur de l'Investisseur Rentier. Alors on est focalisé spécifiquement sur l'investissement. Que ce soit de l'investissement en actions ou de l'investissement dans l'immobilier, même si aujourd'hui, par rapport à notre offre, on est plutôt spécialisé sur les actions. Il y a aussi des aspects relatifs à la motivation. Alors derrière la motivation, je mets plusieurs choses. Il y a surtout le mindset. Le mindset, c'est quoi? C'est l'état d'esprit dans lequel vous devez vous mettre en tant qu'investisseur. Donc cet état d'esprit, en plus de la méthode d'investissement, est quelque chose de très important parce que c'est ça qui vous permettra de traverser parfois des turbulences que vous pouvez rencontrer lors de votre investissement, lors de votre phase d'investissement. Et le but de tout ça, c'est de générer des rentes, donc générer des revenus de manière passive, que vous n'ayez pas à travailler énormément. Enfin, vous allez travailler beaucoup dans un premier temps, et puis par la suite, ces rentes-là vont générer des revenus. Alors, je vais me présenter un peu plus en détail. Donc là, pour l'instant, les personnes qui sont là connaissent plus ou moins mon parcours. Sauf certaines personnes. Donc je vais revenir un peu sur ma formation, etc. Et par rapport à ce que je fais en tant qu'investisseur. Alors de formation, je suis data scientist et économiste. Alors data scientist, pour expliquer, c'est une personne qui va analyser des données pour essayer de sortir un certain nombre de phénomènes afin de faciliter la prise de décision. D'accord? En résumé. Alors, en tant qu'investisseur, ma première expérience a été la mise en place d'une entreprise qui est spécialisée dans la data. Donc, il faut savoir que aujourd'hui, mon activité principale, c'est le fait d'être data scientist, c'est mon activité principale. Donc, j'ai une entreprise en ce sens, donc qui m'a permis, on va dire, de faire les premières steps, les premières étapes. Ensuite, j'ai une autre casquette qui est une casquette d'investisseur. Donc, aujourd'hui, j'ai une expérience de plus de 7 ans sur l'investissement en bourse. Et aujourd'hui, je gère un portefeuille de plus de 40 000 euros. D'ailleurs là, j'ai pas actualisé la slide. Aujourd'hui, on est plutôt aux alentours de 45 000 euros d'encours que je gère en bourse. Donc voilà. Et plus de 5 ans d'expérience dans l'immobilier. Alors aujourd'hui, mon patrimoine immobilier, on va dire, tourne aux alentours de euros. Enfin, moi, en tout cas, aujourd'hui, dans ma philosophie d'investissement, c'est de mettre les banques de côté. Parce que je pense que, même si c'est quelque chose de très dur, on peut arriver à s'en sortir via d'autres mécanismes que de passer par les banques. Voilà, donc après, comme je vous dis, c'est un état d'esprit et c'est ma position à aujourd'hui.
Ensuite, en ce qui concerne mon parcours religieux, donc bon, je vous dis tout de suite, hein, je ne suis pas un savant, ni même un étudiant en sciences, mais quand même, j'ai étudié un petit peu les sciences islamiques. Donc notamment, j'ai fait 2 ans de Usul al-Fiqh. Usul al-Fiqh, c'est tout ce qui est relatif aux bases de la jurisprudence musulmane qui permet de sortir des jugements. Donc voilà, en grosso modo. Et Ulum al-Qur'an, Ulum al-Qur'an, c'est tout ce qui est relatif notamment à l'exégèse du Qur'an. Donc voilà, donc j'ai j'ai eu un premier contact en tout cas dans ces sciences-là et un peu plus dans des sciences islamiques diverses, donc avec des chouurs. Alors pas à temps plein, hein, c'est les week-ends. Hein. Donc voilà, dans des trucs divers, etc. Donc voilà un peu de manière résumée. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Alors, quels sont les points qu'on va aborder aujourd'hui? Vous m'entendez toujours? Il y a un invité qui vient de nous rejoindre. Bienvenue, salam alaikum. Donc les points qu'on va aborder aujourd'hui, le premier point donc, sur lequel on va rester 10 minutes, c'est pourquoi investir son argent. Donc c'est quoi le but, c'est quoi la plus-value aujourd'hui d'investir son argent, surtout en 2022. Ensuite, le deuxième point, on va parler du principe de l'investissement en bourse. Et puis, on va faire un focus sur la finance islamique. Quelles sont les conditions et les règles émises par les différents savants, les différentes autorités religieuses pour investir en bourse? Quelles sont les divergences? Voilà, donc on va aborder tous ces points-là. Ensuite, je vais vous montrer la performance de mon portefeuille aujourd'hui en bourse. Donc, on va y consacrer 10 minutes. Ensuite, on va prendre 10 autres minutes pour voir est-ce que la bourse finalement peut être un levier pour d'autres investissements. Vous allez voir qu'il y a des choses intéressantes qu'on peut, qu'on peut mettre en évidence. Enfin, on va se réserver 20 minutes sur une séance de questions-réponses, voilà, où on va interagir et donc vous allez poser des questions sur cette partie-là. Après, rien n'empêche au fur et à mesure de la présentation, s'il y a des points sur lesquels vous voulez tout de suite une réponse, hein, que vous puissiez poser vos questions. Vous m'entendez toujours? Oui. Ok, parfait. Ensuite, le dernier point, c'est quoi? Les prochaines étapes. Donc, next step. Alors, pourquoi investir son argent? Donc ça, c'est notre premier point. Pourquoi investir son argent? Donc, vous allez voir un certain nombre d'éléments. Alors, il y a ce que j'appelle le cycle de la vie. Alors, il y a un petit décalage. Vous ne le voyez pas encore à l'écran. Hop. Voilà. Il y a ce que j'appelle le cycle de la vie. Donc, c'est globalement le parcours général que suit chacun d'entre nous. Donc, il y a la première phase qui est la phase de l'enfance, des études, de l'adolescence, etc. Et cette première phase-là de vie, grosso modo, elle dure 25 ans. Voilà. Donc, à 25 ans, vous avez votre bac plus 4, votre bac plus 5, même un peu avant, on va dire à 23, 24 ans. Donc, grosso modo, vous avez fini vos études. Donc, une fois que vous avez fini vos études, la seconde étape, c'est que vous allez rentrer dans la vie active. Et cette partie de vie active, elle dure en moyenne, hein, en tout cas à aujourd'hui, elle dure 40 ans, hein, voire 42 ans. Donc là j'ai un peu arrondi, mais on va dire elle dure 40 ans. Donc c'est la durée durant laquelle vous allez cotiser, vous allez travailler, mais aussi vous allez cotiser pour votre retraite. Donc on va dire que vous arrivez à la retraite à 65 ans. Je sais qu'aujourd'hui c'est 62 ans et vous avez vu les différents débats qui se font à la télé, hein, la réforme des retraites. Donc le président actuel Emmanuel Macron prépare une réforme et il n'y a pas de miracle, hein, l'âge de la retraite très probablement va augmenter. C'est-à-dire soit on
augmente l'âge du départ à la retraite, ou bien tout simplement on augmente les cotisations sur vos fiches de paye. Donc il y a pas de magie hein, en soi. Donc à 65 ans, voilà, vous êtes à la retraite, vous êtes vieux, vous avez votre petite canne avec vos petites lunettes, vous avez la barbe blanche, les cheveux blancs, et vous vous dites ben, c'est voilà, que vous allez profiter de votre retraite. Sauf que globalement, c'est à ce moment-là que vous commencez à avoir mal aux pieds, mal au dos, vous voyez pas bien, vous êtes fatigué, vous avez peut-être une petite maladie, etc., etc. Et encore une fois, c'est normal, hein, c'est le cours de la vie. Et à 80 ans, alors j'ai mis 80 ans parce que c'est, comment dire, la longévité qui est observée en moyenne en France. Donc en France, en moyenne, les gens ils vivent en moyenne 80 ans. Pour être plus précis, c'est 79 ans pour les hommes et 80-81 ans pour les femmes. Donc voilà. Donc vous arrivez à 80 ans. Donc grosso modo, vous avez commencé votre retraite à 65 ans. Vous en avez profité 15 ans. Et à 80 ans, bah, c'est un peu la fin de votre cycle de vie, si je peux m'exprimer ainsi. Bon voilà, hein, c'est un peu glauque, mais c'est la réalité. Donc on va vous transporter et on va vous mettre au tombeau. Hein. Donc voilà, grosso modo, les macro-étapes de la vie. Donc nous, c'est qu'on va se dire, c'est que est-ce que on va suivre ce schéma qui est le schéma qui est le plus répandu dans notre société, ou bien on peut faire un schéma alternatif, ou bien on peut faire un schéma parallèle. Donc voilà, un schéma parallèle. Donc c'est un peu ça l'idée d'illustrer ces étapes-là. Alors, sachez que en général, un Français épargne 172 000 euros au cours de sa vie. Alors, comment j'ai obtenu ce chiffre? Le salaire médian, enfin la moyenne, on va dire, pour simplifier, la moyenne aujourd'hui est de 1860 euros environ. Et l'INSEE estime que un Français parvient en général à mettre 20% de son revenu de côté. Okay, donc c'est qui vous fait à peu près 360 euros. J'arrondis 350, 360. Donc vous prenez cette somme-là sur 40 ans. Donc ça vous fait à peu près 172 000 euros. À cette épargne continuelle hein, au cours de votre vie, il faut bien évidemment rajouter l'évolution du salaire. Il faut rajouter l'inflation. Alors l'inflation, qu'est-ce que c'est? Alors, vous m'entendez? En t'entendant, des fois, il y a des petits bugs. Hop. C'est bon là, vous m'entendez? Ouais, on t'entend très bien. Ouais, il y a des micro-coupures. Alors, j'en étais où? Est-ce qu'il y a une partie que vous avez, que vous voulez, sur laquelle vous voulez que je revienne? Ou c'est bon, globalement, vous avez toujours le fil du déroulement de la presse? Non, c'est bon. Ok. Ouais, c'est bon. Ok, parfait, parfait. Donc l'inflation, c'est quoi? C'est tout simplement l'évolution des prix d'un certain nombre de choses dans votre quotidien. Et cette évolution de prix, elle vient euh, grignoter, diminuer votre pouvoir d'achat, hein, grosso modo. Donc là, par exemple, on a les prix à la pompe qui ont explosé. Qui sont passés de 1,60 € à 1,80 €, voire 2 €, 2,10 €. Donc c'est cela l'inflation. C'est-à-dire, vous avez une masse d'argent, mais cette masse d'argent vous permet de faire moins de choses. D'accord? Donc il faut savoir que l'inflation normale, elle est de 2%. C'est l'objectif de la Banque Centrale Européenne, par exemple. C'est de maintenir le niveau de l'inflation à 2%. Et l'évolution des salaires, elle est de 0,3% en moyenne sur le territoire national. Donc si vous mettez tous ces éléments, en réalité, votre épargne, quand vous arrivez à la retraite, vaut en termes de pouvoir d'achat 95 800 euros. C'est-à-dire, c'est que vous pouvez acheter aujourd'hui avec 172 000 euros, pardon,
dans 40 ans, vous pouvez acheter moins de choses. Ok. Donc cela représente une perte de 77 000 euros. C'est-à-dire que vous avez perdu 77 000 euros de pouvoir d'achat sur tout ce cycle de vie. Si on est à une inflation qui est à 2%, enfin 1,8, 2%. Si on simule une inflation de 3%, vous perdez 120 000 euros. Donc, conclusion, épargner de l'argent est un très mauvais investissement. Laisser de l'argent en banque est un très mauvais investissement. Vous devez garder en banque que ce dont vous avez besoin pour faire face à une urgence, mais le reste de votre argent, vous devez l'investir. Sauf si vous avez un projet à court terme. Quand je dis court terme, vous avez un projet dans 1 an ou 2. Ok? À aujourd'hui, donc ça ce sont les derniers chiffres d'Eurostat à fin 2022. Vous voyez, l'inflation en France est passée à 5,4%. Rappelez-vous, les chiffres que nous avons vus précédemment, nous avons fait une simulation à 1,8, 2%. Nous avons fait une simulation à 3%. À aujourd'hui, l'inflation est à 5,4%. Alors vous allez me dire, oui, c'est ponctuel, ça ne va pas durer 40 ans, machin, etc. Et vous avez raison, ça ne va pas durer 40 ans. Par contre, il est fort probable que nous soyons à des niveaux d'inflation supérieurs à 2%. Et moi, mon sentiment, c'est que nous allons être à des niveaux d'inflation de 3% de manière durable. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre argent va perdre de la valeur au fur et à mesure. Et vous voyez là, au niveau de la zone euro, on est à 7,5%. Et tous les experts s'accordent pour dire que ce niveau d'inflation va continuer à augmenter. Avec la guerre en Ukraine, avec l'argent qui a été mis dans le système, on va y revenir un peu plus tard. Mais voilà, ce niveau d'inflation va augmenter. Donc techniquement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si aujourd'hui vous avez 10 000 euros, 10 000 euros en banque, dans 1 an, vous allez avoir en termes de pouvoir d'achat que l'équivalent de 9 460 euros. Donc vous aurez perdu quasiment 440 euros en une année. Vous pensez que votre argent est à la banque, voilà, il est à la banque, il dort, mais en fait vous perdez de l'argent. Et en 5 ans, vous aurez perdu 2500 euros, soit 25% de vos 10 000 euros. Ok? Donc, je prends tous ces exemples, c'est pour vous montrer pourquoi il faut investir, et surtout en 2022. Maintenant, on va venir sur l'actualité. Alors, l'actualité, bon, on l'a vu, hein, il y a une forte inflation. Et cette forte inflation, elle va être durable. Alors, il y a Loïc qui a une question. Oui, Loïc, tu peux poser une question. Ouais, excuse-moi de te couper. Est-ce qu'on peut revenir juste avant? Là, alors, je suis très novice, moi, dans ce domaine-là. La question, elle est tout simple. J'arrive pas à comprendre comment, avec le temps, tu perds de l'argent. En Parce que fait, les 10 000 euros restent 10 000 euros. exactement. En fait, 10 000 euros, c'est-à-dire en termes numéraires, sur ton compte, tu vas toujours voir 10 000 euros. En revanche, quand tu sors cet argent et que tu te dis, je vais aller acheter des choses, ben, en fait, entre-temps, le prix des biens a augmenté. D'accord. Et donc, tu as moins de... Ce que tu peux acheter avec 10 000 euros aujourd'hui, dans 1 an ou dans 5 ans, avec les mêmes 10 000 euros, tu auras moins de biens. Tu pourras acheter moins de choses. C'est typiquement ce qu'on voit, vous savez, la petite mamie qui part à Carrefour avec son caddie et qui dit avec 100 euros avant, mon caddie était plein, mais aujourd'hui, avec 100 euros, j'ai la moitié de mon caddie, les choses sont devenues trop chères, etc. Donc ça, c'est typiquement le phénomène de l'inflation. Exactement. Okay. Imad y réagit, le coût de la vie change, effectivement. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas laisser dormir son argent. Il faut investir son argent dans quelque chose qui est supérieur à l'inflation.
Et donc, ça veut dire que dans 5 ans, vous n'aurez pas 10 000 euros, vous aurez en valeur nominale peut-être 12 500 ou 15 000 euros et vous n'aurez pas perdu en termes de pouvoir d'achat. Ok? Ok. Merci beaucoup pour ces précisions. Je t'en prie. Donc on est en forte inflation. Et cette forte inflation, elle a causé la baisse des marchés financiers, notamment du marché action. Le marché action a perdu 16% depuis le début de l'année. Et c'est normal parce que, si vous voulez, quand l'inflation augmente, ça veut dire que l'argent perd de sa valeur, c'est ce qu'on a vu. Les banques centrales augmentent les taux d'intérêt. Ok? Donc, certains investisseurs, qu'est-ce qu'ils se disent? Sur les actions, ils prennent un risque. Hein, ils prennent un risque, ils peuvent gagner de l'argent comme ils peuvent perdre. Étant donné que la Banque centrale a augmenté les taux d'intérêt, ils vont vendre les actions et ils vont aller sur ce qu'on appelle des obligations. C'est-à-dire, ils vont donner leur argent, en résumé, hein, je caricature, mais c'est vraiment ça, ils vont donner leur argent en crédit pour être rémunérés sur l'argent qu'ils ont prêté. Ok? Donc, je la refais. La Banque centrale, en période de forte inflation, augmente les taux d'intérêt. Donc là, les taux d'intérêt vont augmenter. Et donc, les investisseurs ils vont se dire, on va laisser les actions, parce que les actions, c'est risqué. Je peux gagner ou perdre de l'argent. Je veux aller maintenant, je vais prêter mon argent et on va me rémunérer à un taux d'intérêt. Et donc, le fait que ces investisseurs-là laissent le marché des actions fait que le marché des actions baisse. Est-ce que c'est clair ou est-ce que cette partie-là, elle est claire pour vous? Je pense que c'est bon. Ok, ok, parfait. Pour moi, oui. Ok, donc en période de forte inflation, donc ok, les taux d'intérêt vont augmenter. Qui dit augmentation des taux d'intérêt, donc pour les personnes qui font du crédit, hein, le crédit va coûter plus cher. Donc derrière, le prix des logements de l'immobilier va baisser. Ok, parce que le crédit coûte plus cher. Il y a la guerre en Ukraine. La guerre en Ukraine, par exemple, l'Ukraine fournissait un certain nombre de choses, que ce soit l'huile ou bien la farine, etc. Ok? Donc ça contribue aux tensions. Voilà, ça contribue à la forte inflation. Et pour votre information, au moment où nous parlons, à fin avril, l'inflation aux États-Unis est de 8%. Alors, je ne sais pas si vous vous imaginez, est-ce que vous connaissez le rendement de l'immobilier sur Paris? Qui connaît le rendement de l'immobilier sur Paris? Est-ce qu'il y en a qui connaissent Non, personne. Alors, l'immobilier à Paris aux alentours de 5,1%. Entre 5 et 5,2%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, d'ailleurs, si on prend le cas de la France, quelqu'un qui laisse son argent en banque perd l'équivalent du rendement d'un bien immobilier à Paris. C'est tout simplement pour vous dire que c'est énorme. Okay, le secteur de l'énergie a pris 30%. Donc c'est tout ce qui est gaz, tout ce qui est pétrole. Okay, et en termes de stratégie, alors ça je vais revenir un peu plus par la suite. Donc en termes de stratégie, un bon investisseur, il va repartir sur des sociétés qui sont plutôt dans le secteur de l'énergie. Mais je vais y revenir plus tard. Alors, comment apprendre à investir? Donc, grosso modo, vous avez 3 axes pour apprendre à investir. Le premier axe, c'est vous commencez, alors, hop. Le premier axe, c'est que vous jetez, vous commencez à investir, vous êtes un amateur, et vous allez apprendre avec l'expérience. Par contre, l'inconvénient, c'est quoi? C'est que vous pouvez vraiment comme ils disent les jeunes, vous pouvez vous gourer, vous pouvez vous tromper et perdre l'intégralité de votre capital. Ok? Les chances d'apprendre par l'expérience sont vraiment minimes quand vous n'avez pas de connaissances. Ok?
Mais il y en a qui y arrivent, mais c'est un faible pourcentage. Après, vous avez une deuxième voie pour apprendre à investir, c'est lire des livres. Alors, vous allez prendre des bouquins d'investissement, vous allez en lire plein, etc. C'est bien, vous allez apprendre beaucoup de choses. Vous êtes mieux que dans le premier cas. Par contre, vous n'aurez pas d'expérience pratique. Vous allez avoir une expérience théorique, une expérience des livres. Mais par contre, c'est bien. Ok ? L'inconvénient, c'est que ça va vous prendre beaucoup de temps. Ça va vous prendre énormément de temps pour comprendre les concepts, etc. Et vous avez la troisième voie, qui est la voie la plus facile, et celle que moi je recommande, c'est la formation. Alors, bien évidemment, une formation, c'est pas gratuit, c'est payant, machin, etc. On est d'accord. Mais en revanche, si vous commencez en tant qu'amateur, bah, vous pouvez perdre tout votre capital. Donc, ça peut vous coûter plus cher qu'une formation. Et si vous lisez des bouquins, vous êtes mieux que dans le premier cas, comme je l'ai dit. Par contre, vous allez faire des erreurs pratiques. OK ? Et le troisième cas, l'avantage avec la formation, c'est que vous allez, avec la formation, vous allez profiter de l'expérience d'un investisseur. Donc, c'est quelqu'un qui a déjà investi depuis plusieurs années. C'est quelqu'un qui a pratiqué. C'est quelqu'un qui a lu des livres. Donc, typiquement, chez Investisseurs Rentiers, c'est notre approche. OK ? Typiquement, c'est ça. C'est-à-dire, vous faites une expérience pratique, vous lisez des bouquins et vous sortez vous dégagez une méthode d'investissement. OK ? Et donc, l'avantage pour vous qui allez commencer, c'est que vous pouvez capitaliser avec cette expérience et éviter de faire des erreurs. Donc ça, c'est le point positif. Et moi, personnellement, c'est l'approche que je conseille. Je conseille de commencer à faire une formation et ensuite, si vous voulez, et c'est très bien, je le recommande, vous lisez des bouquins. OK ? Alors, le principe de l'investissement en bourse. Donc là, on va rentrer dans le vif du sujet. D'ailleurs, on a un petit peu de retard, mais on va accélérer. On va rentrer dans le vif du sujet. Donc, grosso modo, aujourd'hui, au niveau des entreprises, vous avez deux types de situations. Vous avez les entreprises cotées et vous avez les entreprises non cotées. Les entreprises cotées, ce sont les entreprises qui sont en bourse. Les entreprises non cotées, ce sont les entreprises classiques que vous voyez dans la vie de tous les jours. Ça peut être Conforama, ça peut être Leroy Merlin, etc. Ça peut être le restaurant, etc. OK ? Maintenant, la différence, c'est quoi ? C'est que les entreprises non cotées, par exemple, aujourd'hui, si vous voulez être actionnaire de Conforama, vous êtes obligé d'aller au siège de Conforama et il faut que les personnes, les actionnaires de Conforama vous acceptent dans le capital, etc., etc. Il faut que vous signiez des papiers chez le notaire, etc., etc. OK ? Et l'autre cas de figure, c'est les entreprises cotées. C'est en bourse. C'est-à-dire, c'est des entreprises qui se disent, nous, on met à disposition notre capital, voilà le prix de l'action, vous achetez et vous êtes automatiquement actionnaire. Donc, en réalité, l'achat d'une action, c'est ni plus ni moins que de prendre une part du capital d'une société. OK ? Et vous allez être convoqué, on va vous envoyer des demandes de validation de décision, par exemple, sur votre espace client. On va vous dire, est-ce que vous êtes d'accord pour reconduire tel PDG à la tête de telle entreprise ? Enfin, de l'entreprise dans laquelle vous avez investi, bien évidemment. Alors, les entreprises cotées, bah, c'est la bourse. OK ? Et comment est-ce que vous vous rémunérez quand vous investissez en bourse ? Alors, il y a deux modes de rémunération. Le premier mode de rémunération, c'est que vous apportez votre argent, vous achetez des parts de la société, OK ? Et la société va prendre tout l'argent des investisseurs, elle va l'investir. Donc, si les investissements sont fructueux, l'entreprise va prendre de la valeur. OK ? Et si l'entreprise prend de la valeur, votre part d'action qui au début était de 100 euros va passer à 120, 130, 150 euros. Et demain,
enfin quand je dis demain, c'est-à-dire dans 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, quand vous allez décider de revendre vos parts, vous allez faire une plus-value. Donc ça, c'est le premier mode de gain en bourse. Le deuxième mode de gain en bourse, c'est les dividendes. C'est-à-dire les entreprises, elles font des bénéfices, elles investissent une partie, donc ça augmente la valorisation de la société, mais aussi elles se disent, on va redistribuer une partie des bénéfices à nos actionnaires. C'est ce qu'on appelle les dividendes. Donc, grosso modo, en bourse, vous allez trouver des entreprises qui réinvestissent la quasi-totalité de leurs bénéfices. Vous allez avoir des sociétés qui vont investir une partie et redonner l'autre partie aux actionnaires. Est-ce que sur cette partie-là, c'est clair pour tout le monde? Est-ce qu'il y a des questions? N'hésitez pas, hein, posez des questions. Est-ce que c'est clair? C'est bon, il n'y a pas de questions? Je peux avancer? Ok, parfait. Alors, maintenant, on va venir à ce qui nous intéresse. L'investissement en bourse selon la finance islamique, donc en tant que musulman. Et vous allez voir, il y a des conditions, comme je l'ai dit au début. Alors, là, je vais résumer les grandes parties, enfin, les principes fondamentaux au niveau des transactions. Ce n'est pas exhaustif, mais en tout cas, c'est les principaux points. Okay. Alors, le premier point, c'est que, après, ce n'est pas dans l'ordre, mais en tout cas, un des points, c'est éviter de faire du hasard pur. Okay. Donc, typiquement en bourse, le hasard pur, c'est quoi? C'est les personnes qui font du day trading. Okay, c'est-à-dire qui achètent une action le matin, qui la vendent le soir, ou bien qui l'achètent à 9 h, qui la vendent à 10 h. Donc ça, c'est du casino. Okay, c'est du casino. C'est pas un mode d'investissement éthique. Et pourquoi c'est pas éthique? C'est très simple. Quand vous mettez de l'argent, l'entreprise n'a pas le temps d'utiliser votre argent, de l'investir et de vous faire part des bénéfices ou de développer la société. Et l'exemple que je donne très souvent, imaginez que vous avez votre société, vous avez un associé qui vient le matin, qui signe, qui vous achète des parts, et qui revient à 11 h et qui vous dit bah, c'est bon, moi je vends mes parts. Et il revient à 13 h, il dit je vous rachète des parts. Et il revient à 15 h, il dit c'est bon, je vends mes parts. Donc c'est du jeu, c'est du casino. Et ça ne produit pas de la richesse dans l'économie réelle. Okay. Donc c'est du hasard. Okay. Ensuite, le fait d'éviter le gharar. Alors le gharar, on va dire il y a une notion de hasard, mais surtout une notion d'ignorance. C'est-à-dire, vous souscrivez à un produit dont vous ne connaissez pas les caractéristiques, dont vous ne connaissez pas les tenants et les aboutissants. Et ça, c'est des choses qui existent en bourse. Par exemple, vous avez des systèmes avec des effets de levier ou des systèmes avec des options. Alors, ce n'est pas des choses qui nous concernent, parce que nous, on est sur les actions, mais quand même, c'est des éléments très importants. Il y a bien évidemment l'intérêt usuraire, donc tout ce qui est banque, organisme financier qui fait du crédit, ce sont des choses à proscrire dans votre investissement. Donc, vous ne pouvez pas investir sur BNP, sur Société Générale, etc. Vous aurez compris. Ensuite, les points en vert, donc il faut que le secteur soit conforme. Alors, bon, j'ai mis secteur non conforme, mais vous avez compris. En fait, on n'investit que dans les secteurs conformes. Okay, les secteurs conformes, c'est tout ce qui ne contrevient pas à l'éthique musulmane. Okay, donc, classiquement, on dit l'alcool, le porc, l'armement, etc. Mais c'est plus large que ça, tout ce qui contrevient à l'éthique musulmane. Okay. Ensuite, la tangibilité de l'actif. C'est-à-dire, comme je vous l'ai dit, quand vous achetez une action, vous détenez réellement une part d'un capital. Mais aujourd'hui, il y a des produits, et l'exemple que je donne, je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui sont fans des crypto-monnaies, mais encore, ça c'est mon avis,
personnel, c'est encore quelque chose qui est nouveau. Mais pour moi, quelqu'un qui investit sur du Bitcoin, par exemple, il n'investit pas sur un actif tangible. Il investit sur un actif sur lequel des personnes, des particuliers se sont mis d'accord pour lui donner une valeur. Okay. Aujourd'hui, si je vous donne tous les bitcoins du monde et qu'on vous les ramène, vous ne pouvez rien en faire. C'est-à-dire que ça ne produit pas de la valeur. Par contre, si par exemple vous achetez une société qualitative et que vous investissez dedans, ça produit de la valeur parce que ça crée des produits, ça crée des emplois, etc. Okay. Par contre, sur les crypto-monnaies, il y a un point qui est intéressant. La technologie blockchain est quelque chose d'intéressant et quelque chose d'innovant. Donc ça, c'est le point positif. Mais investir sur du Bitcoin ou bien sur quelque chose qui n'est pas tangible n'est pas permis islamiquement. Ensuite, il y a le partage du risque. Quand vous achetez une action, si la société fait des bons résultats, a des chiffres d'affaires qui augmentent, fait des bénéfices, les actions vont se revaloriser et vous allez gagner avec la société. Si la société perd de l'argent, fait des pertes, vos actions vont diminuer proportionnellement à votre investissement. Okay. Donc ça, c'est on va dire les principes fondamentaux. Encore une fois, ce n'est pas exhaustif. Alors les fuqaha contemporains, ils ajoutent des critères supplémentaires. Ce sont des critères relatifs, vous allez voir, il y a des critères financiers, mais aussi des critères relatifs à l'activité. Donc, on l'avait vu un petit peu précédemment, ça rejoint un peu la partie secteur confort. On a après un cas où des entreprises ont une activité de base qui est licite, par contre, ils ont eu un pourcentage d'activité illicite. Je vous donne un exemple. Le cas que je donne souvent, c'est l'exemple de Carrefour Banque. Carrefour, donc il y a Carrefour, le centre commercial, vous partez, vous faites vos achats, etc. Mais Carrefour, le groupe Carrefour détient aussi une banque. Okay. Donc l'activité principale de base de Carrefour, elle est a priori licite, parce que c'est une vente de biens de consommation de nourriture. Même s'il y a du porc, etc., il y a de l'alcool, mais ça reste minoritaire par rapport aux autres aspects. Par contre, il y a une activité de banque. Donc là, il y a une divergence des savants. Il y a des savants qui vous disent, s'il y a un pourcentage d'illicite dans la société, vous n'investissez pas. Donc c'est le cas des savants, par exemple, de l'Arabie Saoudite, okay, de l'IFTA, etc. Vous dites non, ils disent non, vous n'investissez pas dedans. Et il y a des savants qui disent, vous pouvez investir dedans si ça reste minoritaire et si ça ne dépasse pas 10%. OK? Et quand vous allez avoir vos dividendes, ou bien quand vous allez faire une plus-value lorsque vous allez vendre vos actions, vous enlevez la part qui est relative à l'activité illicite, vous la donnez en aumône, et sur cette aumône-là, vous n'avez pas de hasanat. Est-ce que c'est clair sur cette partie? Et c'est le cas notamment, c'est la position de Taqi Ousmani, c'est la position de Youssef Al-Qaradawi, entre autres. C'est la position aussi d'un institut de recherche de finances islamiques en Malaisie. Okay. Ensuite, il y a la durée de détention. Donc là, ça revient à ce que je disais, on n'achète pas une entreprise le matin pour la vendre le soir. Ce qui est conseillé, c'est de détenir une action au moins un an. Au moins un an, c'est ce qui est conseillé. Par contre, s'il y a des éléments qui vous étaient cachés, que vous avez découverts, vous pouvez vendre l'entreprise tout de suite dans la foulée. Okay. Mais les savants ils disent plutôt un an. C'est-à-dire, l'entreprise a pris l'argent, elle a investi, il y a un bilan comptable. À la fin de l'année, on sait quels sont les résultats, quels sont les bénéfices, etc. Okay. Moi, personnellement, quand je me mets sur des sociétés, sauf cas exceptionnel, je me projette sur minimum 5 ans. Okay. Sauf cas exceptionnel. Tant que les fondamentaux de la société ne se dégradent pas, je ne sors pas. Okay. Je peux faire une réallocation de portefeuille.
c'est-à-dire revendre une partie et réinvestir sur un autre secteur, mais je ne vends pas complètement la société. Ok? Sauf dégradation du bénéfice, du chiffre d'affaires ou bien du management qui fait du n'importe quoi, on va dire. Ensuite, il y a les critères par rapport à la dette. La dette doit être inférieure à 33% ou 45%. Sur ce point-là, il y a une divergence. Les actifs tangibles de la société doivent dépasser 10%. Ok? C'est-à-dire que vous ne pouvez pas investir sur une société qui a qui a plus de 90% de trésorerie. Ça veut dire que si vous investissez sur ce type de société, vous investissez sur de l'argent, vous investissez pas sur des actifs tangibles. Et si vous investissez sur de l'argent, c'est comme si vous avez acheté de l'argent et que vous êtes rémunéré sur de l'argent, et là vous tombez dans riba. Ok? Mais la bonne nouvelle, c'est que la plupart, 98% des entreprises en bourse ont des actifs tangibles supérieurs à 10%. Ensuite, la dernière partie, c'est la charge d'intérêt. C'est-à-dire, en bourse, il y a des entreprises qui font du crédit. Ok? Leur activité est licite, c'est-à-dire leur fonctionnement, leur activité est licite, mais par contre, ils font du crédit pour faire des investissements. Ok? En plus de l'argent que vous leur apportez. Alors, sur ce point-là, il y a aussi des divergences. Ok? Donc, il y a des savants qui disent, si c'est inférieur à 10%, c'est comme le cas de l'activité illicite, vous pouvez y investir, et, comment dire, et la partie de la charge d'intérêt, vous la déduisez. Ok? Il y a des savants qui vous disent, non, si une entreprise fait comment dire, du crédit à intérêt, vous n'avez pas le droit d'investir. Alors, ceux qui vous disent que vous avez le droit d'investir, c'est le cas de Taqi Ousmani, qui est le mufti, qui est l'ancien mufti de la Cour suprême du Pakistan, et qui est économiste et qui est l'un des précurseurs de la finance islamique. Lui, il dit, vous pouvez quand même investir si la charge de l'intérêt est inférieure à 10%. Il dit, par contre, si en tant qu'actionnaire, vous avez un poids qui vous permet de bloquer la décision de l'investissement de l'entreprise, vous devez le faire. Ok? Mais si vous n'avez pas de poids, on ne vous impose pas quelque chose que vous n'êtes pas en capacité d'empêcher. Alors, il y a une question qui est posée. Alors, la charge de l'intérêt, on la voit au niveau du bilan. Ok? Dans la formation, on la voit au niveau du bilan comptable. Ok? Donc, ça paraît beaucoup, tout ce que j'ai cité là. Mais dans la formation, c'est des choses que vous allez maîtriser assez rapidement. Et ça va être moins, on va dire, ça va paraître moins compliqué que là. Là, ça paraît compliqué, il y a plein de critères, etc. On se dit, oh, on va pas se casser la tête avec tout ça. Alors, il y a ça, ok, il y a un intervenant qui réagit. Effectivement, sur la charge de l'intérêt, donc effectivement, je vous laisse regarder dans la formation. Et les références, donc c'est ce que j'ai cité, il y a Taqi Ousmani, il y a Qardawi, et il y a le Mizan Islamic Fund Criteria au Pakistan, qui sont des, comment dire, des sortes de colloques qui font de la recherche continuelle sur la finance islamique. Ok? Donc, ce sont aujourd'hui, en plus de l'IFTA, de l'Arabie Saoudite, qui autorise l'investissement en bourse sous les conditions qu'on a vues. Alors, je vais vous présenter mon portefeuille d'actions. Moi, ce portefeuille d'actions-là, comment je le gère? Je le gère notamment selon la méthode PAF. La méthode PAF, c'est la méthode aujourd'hui qui est enseignée dans la formation. Ok? Après, du fait de mon expérience en tant qu'investisseur, je peux me permettre certains risques parfois. Ok? Donc, je peux un peu déroger à la règle. Mais globalement, voilà, c'est la méthode que j'applique aujourd'hui sur mon portefeuille. Donc, à aujourd'hui, je ne sais pas si vous voyez, ça me paraît petit sur l'écran. Est-ce que vous voyez bien les chiffres qui s'affichent?
Est-ce que vous voyez bien ou bien vous avez besoin que je dézoome et que je fasse un zoom? Ok. Donc en bleu, c'est mon portefeuille. Et en noir, c'est le SBF 120. Alors, le SBF 120, c'est quoi? C'est les 120 plus grosses entreprises françaises cotées en bourse. Alors, vous pouvez voir que j'ai battu l'indice SBF 120. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on a pu faire mieux que la moyenne des investisseurs qui ont investi sur les 120 plus grosses entreprises cotées en bourse. Ok? Et c'est pas facile. C'est pas facile de battre le marché. C'est vraiment pas facile. Et là, je vous ai mis une période de 2 ans. Donc, je vous ai mis de juin 2020 au 19 mai 2022. Ok? Donc, j'ai fait une performance de 66,8% sur 2 ans. Et le marché, le SBF 120, a fait plus, allez, on va arrondir, ils ont fait plus 27%. Ça veut dire qu'on a fait quasiment 2 fois plus que le marché. Alors, je vais quand même être humble, c'est exceptionnel, ok? C'est exceptionnel, parce que comme je vous le dis, 90% des investisseurs n'arrivent pas à battre le marché. Ok? Donc, ça reste exceptionnel. C'est un bon résultat. Mais voilà, je m'attends de fait que il y aura des périodes où le marché va me battre. Ok? Mais je reste confiant que sur le long terme, en tout cas je l'espère, je pense y parvenir, sur le long terme, à battre le marché. Ok? Donc en termes de perte, ça me fait 29,1% par an. Alors point important, j'ai intégré la baisse des marchés qu'il y a eu récemment. Ok? Sinon, je ne sais pas si vous le voyez là, au mois d'avril, j'étais à 75%. Vous voyez, alors je vais voir si je peux... vous voyez un peu mon curseur? Vous voyez ici, j'étais environ à 74%. Ici, là où vous voyez la souris. Entre 70 et 74%. Ok? À ce niveau-là. Vous voyez la flèche? Et là, j'ai baissé. Donc là, j'ai baissé. Là, je suis à 66%. Donc c'est la baisse qu'il y a eu récemment. Donc en annuel, ça fait 29,1%. Ok? Alors, c'est la méthode PAF. La méthode PAF, son principe, grosso modo, c'est quoi? C'est regarder les perspectives de la société, c'est-à-dire... alors là, c'est un critère plutôt qualitatif ou plutôt d'analyse qu'un critère, on va dire, quantitatif. C'est pas quelque chose que vous pouvez mesurer, mais c'est quelque chose que vous pouvez apprendre au fur et à mesure. Donc c'est la partie un peu mindset et aussi les secteurs qui ont de l'avenir. Aujourd'hui, j'ai envie de dire, vous n'avez pas besoin de regarder dans une boule de cristal, même si nous bien évidemment, nous ne croyons pas à toutes ces choses-là, mais vous n'avez pas besoin de regarder dans une boule de cristal, pour reprendre l'expression, pour savoir que la technologie, l'écologie, ce sont des secteurs porteurs pour les 5-10 prochaines années. Ok? Et à travers la méthode PAF, et on vous donne des... après, ça se construit au fur et à mesure, hein, mais on vous donne des éléments d'analyse. Par exemple, on sait que dans le luxe, les Chinois, ils achètent beaucoup le luxe français. Okay? Et on sait que la Chine est l'une des économies les plus puissantes. Et on sait que la classe moyenne chinoise s'enrichit de plus en plus. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous êtes investi sur les sociétés qui sont dans le luxe et dont 30% du chiffre d'affaires est fait en Asie, eh ben, votre potentiel il va augmenter. Vous voyez? C'est des choses comme ça. Ensuite, il y a ce que j'appelle le A. Alors, le A, c'est plutôt la partie analytique, c'est-à-dire je regarde la performance de l'action sur les 3, 5, 10 dernières années. Ok? Et il y a un seuil en deçà duquel je ne sélectionne pas l'action. Ok? Et le critère le plus important, c'est les fondamentaux. C'est l'analyse du bilan, c'est l'analyse du compte de résultat. Donc tout ce qui est
taux de marge, endettement, return on equity, etc., etc. Donc ça, c'est des choses qui sont dans la formation. OK? Et en fait, vous aurez une liste, une sorte de checkpoint des choses à choisir pour qu'une société soit PAF. Alors là, on a parlé des critères, comment on appelle ça, PAF. Bien évidemment, sur ces critères PAF, vous venez vous rajouter l'aspect relatif à l'éthique. OK? Alors, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions? Comme ça, c'est interactif et je ne parle pas tout seul. Est-ce qu'il y a des questions, que ce soit par écrit ou bien directement au niveau du micro, hein? Ok, parfait. Donc, je peux continuer. Pour tous ceux qui se demandent comment investir en bourse, j'aimerais te présenter notre plateforme de formation à l'investissement. Investisseurrentier.fr vous propose des méthodes d'investissement qui vous donneront les outils indispensables pour réussir en bourse. Si tu as déjà de l'expérience dans la bourse, tu sais combien il est important d'avoir une stratégie simple et efficace. Notre méthode d'investissement, la méthode PAF, s'inspire des grands investisseurs de légende comme Warren Buffett, Benjamin Graham, Peter Lynch et bien d'autres. C'est une méthode d'investissement qui est basée sur la valeur des entreprises et leur potentiel. Nous excluons totalement les méthodes de trading spéculatif qui s'apparentent à du casino plutôt que à de l'investissement. Enfin, vous avez des approches complémentaires, notamment sur l'optimisation de votre portefeuille, mais aussi des signaux d'analyse technique qui sont un plus dans votre approche d'investissement. La méthode PAF est celle que j'utilise moi-même pour investir et j'ai pu réaliser jusqu'à 53% de plus-value en un an. Alors là, je vous ai mis des exemples de sociétés qui depuis 2010, des sociétés qui depuis 2010 ont vu leur valeur multipliée par 2, 3, 4, 5, 6, etc. Alors c'est pour ça que je mets l'exemple de LVMH. Alors attention, LVMH, il n'est pas autorisé d'investir dans LVMH, c'est juste un exemple. Et entre parenthèses, pourquoi il n'est pas autorisé? Parce que LVMH vend des champagnes, de l'alcool, et c'est au-delà de 10% de son activité. De mémoire, c'est 12%. Okay? Donc, il n'est pas autorisé d'investir sur LVMH, mais c'est une entreprise intéressante par rapport aux autres critères. Donc, c'est pour ça que je l'ai mise. Eh bien, LVMH a multiplié sa valorisation par 6 depuis 2010. C'est-à-dire, si vous avez mis 100 000 euros, bon, ce n'est pas à la portée de tout le monde, on va dire 10 000 euros. Si vous avez mis 10 000 euros dans LVMH en 2010, aujourd'hui, vous aurez eu 60 000 euros. OK? Là, je vous mets le cas de Apple. Alors, Apple, c'est encore plus fort. Apple a vu sa valorisation multipliée par 13 entre 2010 et 2020. Donc, si vous avez mis 20 000 euros sur Apple en 2010, bah aujourd'hui, je caricature, mais vous pouvez vous acheter votre baraque, quoi. OK? Enfin, voilà, je caricature, hein, mais on n'en est pas loin, quoi. Si vous mettez 10 000 euros, vous faites x13, c'est vraiment pas mal. OK? Ça fait 130 000 euros. Donc au moins, vous pouvez vous acheter un appartement, on va dire. Et une baraque, peut-être en province. Et là, j'ai mis le cas aussi d'une autre entreprise française, STM Microelectronics, qui est spécialisée dans la conception des puces microélectroniques. Donc typiquement, dans vos ordinateurs, dans vos portables, vous avez des micro-puces. Dans vos voitures, vous avez des micro-puces. Et donc STM, qui est une société franco-italienne de mémoire, franco-italienne si je ne me trompe pas, fabrique ce type de composants. OK ? Et comme je vous l'ai dit, la technologie va augmenter. Donc, ce qui veut dire que STM va de plus en plus être sollicité dans le cadre des puces électroniques. Ce n'est pas un conseil d'investissement, mais voilà. OK? Donc, entre 2015 et 2020, STM a fait x6.
En 5 ans. OK? Et le cas qui est un cas exceptionnel, c'est Tesla. Tesla a fait x100. Tesla a fait x100. C'est-à-dire, si vous avez mis 10 000 euros dans Tesla, bah, aujourd'hui, vous êtes millionnaire, quoi. OK? Alors, Tesla, il n'est pas autorisé d'investir dans Tesla. Pourquoi? Parce que c'est une entreprise quand même qui reste endettée. OK? Mais c'est une entreprise qui a des perspectives intéressantes en termes de croissance. Donc voilà, donc là, et toutes ces entreprises-là, quand vous partez regarder leur bilan, quand vous partez regarder les perspectives, vous allez voir que c'est des entreprises qui gagnent de l'argent, qui font des bénéfices, qui accroissent leur chiffre d'affaires, qui créent des produits innovants, etc. etc. Okay? Et la méthode PAF vous sert à identifier ce type d'entreprise. Okay? En tout cas, on vous met à disposition tous les éléments factuels pour repérer ce type d'entreprise. Après, attention, ce n'est pas une méthode infaillible. Okay? Je ne veux pas vous vendre du rêve. Okay? Mais, comme pour reprendre une citation de Warren Buffett, vous ne devriez pas tomber dans un résultat catastrophique. Okay? Est-ce qu'il y a des questions? Il y a des questions? Oui, j'ai une petite question, s'il vous plaît. Ok. Donc là, vous montrez qu'il y a des entreprises qui sont haram. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a un exercice qui a été fait par, je ne sais pas, par quelqu'un, ou il y a une plateforme qui permet justement à travers les critères que vous avez cités, ouais, d'identifier les entreprises, parce que les entreprises qui sont justement où un musulman peut investir sur ou pas. Parce que Tesla, par exemple, j'étais loin de savoir qu'elle était haram, parce qu'elle opère dans un domaine qui est en boom actuellement, oui, en termes de prix, etc. Alors, mais bon, le fait qu'elle est effectivement endettée et de plus en plus endettée, ça complique un peu. Ok, très bonne question. Donc, je vais reprendre en 2 points. Alors, effectivement, LVMH et Tesla, c'est pas autorisé. Par contre, STM et Apple, c'est autorisé. Ok. Pour répondre à votre question, aujourd'hui, en tout cas, à ma connaissance, dans le monde francophone, je ne connais pas de plateforme qui automatiquement vous permet de sélectionner des entreprises éligibles à la finance islamique. Alors, cependant, vous avez des ETF islamiques, ok, enfin des ETF islamiques dans lesquels il y a des listes d'entreprises, ok. Et moi, alors il y a un intervenant qui a répondu. Apparemment, il y aura une application. Alors, moi, j'ai pas connaissance de cette application-là, mais effectivement, c'est intéressant. Je vais aller regarder. Mais ce que je sais, c'est que vous avez des ETF islamiques. Alors, un ETF, c'est quoi? C'est un groupement d'actions, pour résumer. Et dans ce groupement d'actions, vous avez des listes de sociétés. Par contre, moi, de ce que j'ai vu de ces sociétés-là, effectivement, d'un point de vue du secteur, elles sont conformes à la finance islamique. Par contre, moi, j'ai vu des sociétés qui ne respectaient pas les critères financiers. Ok? Alors, est-ce que ils ont utilisé d'autres critères financiers, machin, etc. Je ne sais pas. Mais en tout cas, par rapport aux critères, on va dire, notoires, enfin, que vous trouvez dans les livres des savants et par rapport aux conférences et par rapport aux trucs, il y a des entreprises, moi, que j'ai vues qui, de mon point de vue, ne respectent pas certains critères financiers pour être autorisées. Maintenant, la bonne nouvelle, c'est que sur Investisseur Rentier, très récemment, alors il y a eu 2 phases. Hein. On a créé un outil qu'on appelle le sélecteur d'actions islamiques. Okay? Donc ce sélecteur d'actions islamiques, vous avez 2 types de sélecteurs. Vous avez le sélecteur du CAC 40. Donc c'est un sélecteur qui vous dit, parmi les actions du CAC 40, quelles sont les actions qui sont éligibles d'un point de vue islamique, mais aussi quelles sont les actions qui remplissent le critère PAF. Ok? Et dernièrement, il y a 2 semaines,
j'ai sorti le sélecteur d'actions SBF 120. C'est-à-dire vous avez la liste des 120 sociétés françaises et vous avez parmi ces sociétés-là celles qui sont éligibles à la finance islamique et celles qui sont PAF. Ok. Maintenant, on peut se dire, ouais, c'est super, c'est bien, bah, je prends ce fichier-là et puis c'est bon. C'est vrai, enfin, c'est vrai oui et non. Oui et non. Pour moi, le sélecteur, c'est plutôt quelque chose qui va vous accompagner. C'est-à-dire, si vous ne voulez pas perdre du temps à faire beaucoup d'analyses, machin, etc., qui va vous accompagner, vous avez une liste de sociétés. Par contre, demain, si vous voyez une société qui n'est pas dans le SBF 120, qui est une société américaine, une société chinoise, une société... ok. Apparemment, il y a des applis, donc je vais jeter un coup d'œil, c'est très intéressant. Une société chinoise, une société néerlandaise, etc., et que vous voulez l'analyser, ben, si vous avez suivi la formation, vous êtes autonome. C'est-à-dire, demain, je dis n'importe quoi, mais j'espère pas que ça arrive. Si investisseur rentier disparaît, machin, etc., ou si des gens arrêtent comment dire, de mettre à jour des choses, etc., au fait, vous avez une méthode d'investissement. Et la méthode d'investissement PAF, c'est vraiment au-delà même de la finance islamique. C'est-à-dire, voilà, voilà, exactement, la formation, c'est un plus. Et vous pouvez vérifier ce qu'on vous dit sur les applications ou bien dans l'ETF islamique. Là. Moi, c'est comme ça que j'ai vu. J'ai dit, mais attends, cette société, je la connais. Je l'ai déjà analysée. Au niveau des critères financiers, elle ne remplit pas certains critères. Vous voyez et donc, voilà, c'est ça qui est un plus. Et en bourse, quand vous allez en bourse et que vous n'avez pas de méthode d'investissement, il y a toutes les... Même si vous êtes sur des bonnes sociétés, en fait... Si vous n'avez pas le mindset, vous pouvez vous faire avoir. Okay. Là, par exemple, la bourse est en train de baisser. D'ailleurs, j'ai fait une communication, je crois, cette semaine, début de semaine, où la bourse est en train de baisser. Eh bien, en termes de mindset, vous ne devez pas sortir de vos actions qui sont qualitatives. Vous devez y rester. Ça va baisser, vous rachetez encore plus d'actions. C'est comme si c'est des soldes. C'est vraiment comme ça qu'il faut voir les choses. C'est vraiment si c'est des soldes. Et comme je le dis, on vend une entreprise pour deux raisons. Enfin, deux raisons principales. Soit les fondamentaux se sont dégradés, donc les critères financiers, ou bien le management a changé, ou bien le management a changé complètement de stratégie. Je vais vous donner un cas concret. J'étais investi sur Ubisoft il y a quelques temps. J'étais sur Ubisoft. Et il y a eu un scandale sexuel qui a éclaté au niveau de la classe dirigeante d'Ubisoft. Okay. Ubisoft qui est une société qui est spécialisée dans les jeux vidéo, okay, qui est l'un des leaders. Hein. Et il y a un scandale sexuel qui a éclaté et ils ont viré des mecs qui étaient dans le management depuis 20-30 ans. Ces mecs-là qui partent, ils partent avec un savoir-faire, une expérience, etc. Donc ça, typiquement, c'est le type de situation. Moi, en tant qu'investisseur, je ne reste pas sur des boîtes comme ça. Parce que même s'ils ramènent d'autres personnes, ce n'est pas la même chose. Il y a un impact. Et j'ai eu raison. Je suis sorti d'Ubisoft. L'action, elle valait à peu près, de mémoire, 55 ou 60 euros. Aujourd'hui, Ubisoft est à moins de 50 euros. D'ailleurs, à un moment, ils sont retombés à 30 euros, 38 euros, quelque chose comme ça. Ok. Donc, pour moi, c'est les deux conditions qui vont faire en sorte que je sorte d'une action. Ou bien, il y a des tricheries dans les trucs financiers. Alors, est-ce qu'il y a des questions avant de passer à la section suivante? Non, c'est bon. Ok. Alors, est-ce que la bourse peut servir de levier? Personnellement, l'une des raisons pour lesquelles moi j'investis en bourse, c'est vraiment pour que ça me serve de levier. Et je vais vous expliquer pourquoi. De levier, quand je dis de levier,
vous pouvez utiliser la bourse comme levier, générer beaucoup plus d'argent et investir une partie, par exemple, dans l'immobilier. Ok? Ou bien dans l'étude de vos enfants, ou etc. Ok? Et parce que la bourse, beaucoup de gens ne le savent pas, la bourse est plus rentable que l'immobilier pour quelqu'un qui reste investi à long terme. Ça, c'est super important. Ok? Il faut rester investi à long terme sur des entreprises de qualité. Les mecs qui font du trading, machin, etc., ils se font assassinés par les robots, ils font de la spéculation, et au bout du compte, ils perdent de l'argent, ils perdent leur capital, etc. Il faut vraiment vous mettre dans une posture comme si vous avez quelqu'un en face de vous, un associé, et que vous partez le voir et que vous lui dites « Je veux investir dans ta société ». Il va vous dire « Ok ». Et qu'est-ce que vous allez regarder? Vous allez regarder les états financiers. Et vous allez voir si c'est une entreprise qui gagne de l'argent. Ok? Si elle gagne de l'argent, ben vous investissez. Et tant qu'elle gagne de l'argent, pourquoi est-ce que vous voudrez sortir d'une entreprise qui gagne de l'argent? Ça n'a pas de sens. Et c'est pour ça que les investisseurs qui restent sur du long terme en bourse performent mieux que les personnes qui font du trading, etc. Ok? Alors, là, j'ai fait une simulation. Donc, j'ai pris le cas de Karim. Ok, Karim, bon, il se dit, bon, je vais acheter une maison, etc. Il se dit, bon, je veux passer par la banque, etc. Après, il a un petit doute. Il se dit, bon, voilà, je suis pas à l'aise islamiquement, éthiquement, je me sens pas bien, etc. Ça me convainc pas. Ou bien, voilà. Il se dit, bon, au lieu d'aller voir un banquier et lui donner mon apport et lui donner de l'argent pendant 25 ans, c'est que je veux faire, je veux prendre mon apport, je vais l'investir en bourse, et l'équivalent de mes mensualités que j'aurais dû donner à mon banquier pour mon crédit, je vais le mettre pour investir en bourse. Après, vous pouvez me retorquer, oui, en même temps, il paye son loyer. C'est vrai, vous avez raison. Il paye son loyer, etc. Et son loyer va lui coûter plus cher. C'est vrai. Mais au final, vous allez voir que, avec le temps, même s'il paye un loyer, il est plus rentable que quelqu'un qui va chez un banquier, qui prend un prêt et qui paye pendant 25 ans. Et on va le voir. Donc Karim, il a 60 000 euros de capital, d'apport, on va dire. Ok? Donc il dit, cet apport-là, je le mets en bourse. Ok? Et tous les mois, il se dit, je mets 400 euros. Tous les mois, je mets 400 euros. Alors qu'avec un crédit immobilier, il aurait mis peut-être 700, 800, 1000, 1200, 1500 euros. Mais il s'est dit, je mets 400 euros et les 700 euros ou 800 euros restants, je paye mon loyer. Ok? C'est qu'il lui aurait fait une mensualité de 1200 euros s'il avait pris un crédit chez un banquier. Est-ce que vous me suivez? C'est-à-dire, il se dit, je mets 400 euros en bourse, ok, et je paye 800 euros de loyer. Ça lui fait une charge de 1200 euros, ok. Il y a plein de personnes aujourd'hui qui partent faire du crédit sur 25 ans, en fonction du prix de leur maison, bien évidemment, qui paient de mensualité à 1200 euros. Ok. Est-ce que vous me suivez? C'est bon? Donc, il se dit 60 000 euros, tous les mois, je mets 400 euros. Et il se donne... Excusez-moi. Oui. Juste une petite question, je parlais, mais j'avais le micro qui était coupé, je suis désolé. Vous dites, tous les mois, il met 400 euros. Oui. C'est 400 euros de son... Donc c'est quelque chose qui enlève de son capital, en fait. Alors, oui. Alors, non, les 400 euros, c'est quelque chose qu'il va mettre de son salaire mensuel. C'est-à-dire, alors, c'est 60 000 euros. Il les investit, on va dire, en plusieurs fois en bourse. Hein. Il ne faut pas tout investir d'un coup. Ok. Il va les investir, on va dire, en 10 fois, par exemple, sur 10 mois, en mettant 6 000, 6 000, 6 000, 6 000, 6 000, donc en fractionnant l'investissement. Et à la fin de l'année,
il va se dire, bon, j'ai investi l'intégralité de mes 60 000 euros. Maintenant, quand mon salaire va arriver, je vais prendre 400 euros et je vais continuer à acheter des actions en bourse. OK? D'accord. Donc, tous les mois, Donc, il se sort ce montant-là. Ok, donc il sort d'abord, il investit les 660 000 euros de capital qu'il a, Exactement. plus justement une partie qu'il décidera de sortir chaque mois pour continuer à travailler, à opérer dans Exactement. la bourse. Au lieu de donner, de payer sa mensualité de crédit. OK? Ok. Et il se donne pour objectif une durée de 12 ans. Alors, il y a aussi la performance. Et la performance en bourse. Aujourd'hui, avec la méthode PAF, vous savez que là, c'est de la manière dont je l'ai mis, ça peut être un peu confusant. Mais avec la méthode PAF, moi, je me mets un objectif, un minimum de 15%. OK? 15%. C'est le minimum. Et en moyenne, je me dis, voilà, en moyenne, on peut être aux alentours de 18%. Alors, pourquoi je dis 18%? Parce qu'aujourd'hui, quand on prend l'ensemble des sociétés, par exemple, du SBF 120, qui sont éligibles à la méthode PAF, ils font 20% en moyenne en prenant un historique de 10 ans. Donc, si on prend une période de 10 ans, on regarde leur performance, ces entreprises-là, en moyenne, elles font 20%. OK? Donc, je mets une petite marge, etc. Je me dis, au minimum, il faut que je fasse 15% au minimum. OK? En sachant que la bourse, le marché boursier, donc c'est l'équivalent du SBF 120 qu'on a vu, ou bien du CAC 40, la bourse en moyenne, quand vous prenez même un historique de très 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 longue période, de 40 ans, la bourse en moyenne fait 10% par an. OK? Alors, attention, la bourse américaine. Pardon, c'est très important. La bourse américaine. OK? Donc, on va prendre le cas où Karim, il a investi selon la méthode PAF. OK? Eh bien, au bout de 12 ans, OK? Au bout de 12 ans, avec un rendement de 18%, qui est la moyenne constatée, Karim parvient à mettre 520 000 euros de côté. Au bout de 12 ans. OK? Alors après, vous allez me dire, oui, mais pendant 12 ans, le prix de l'immobilier a augmenté, l'inflation a augmenté, etc. Et vous avez raison. Et c'est pour ça que j'ai fait une deuxième simulation en prenant en compte l'inflation et, comment on appelle ça, et l'évolution des prix de l'immobilier. Donc, j'enlève des 18%, j'enlève 3%, donc je retombe à 15%. Donc, on retombe à 380 000 euros. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que dans 12 ans, Karim, avec ses 520 000 euros, il sera capable d'acheter l'équivalent d'une maison qui se vend aujourd'hui 380 000 euros. Je la refais. Au bout de 12 ans, quand on déduit l'inflation et le prix de l'immobilier, au bout de 12 ans, Karim, il sera capable d'acheter avec ses 520 000 euros l'équivalent d'une maison actuelle de 380 000 euros. Est-ce que c'est clair sur cette partie? Est-ce que c'est clair? OK. Et les autres participants? Du coup, je ne sais plus, il y a combien? Oui, c'est clair. OK. Bon, parfait. C'est clair. OK, parfait. Parfait. Et avec 480 000 euros, bon, vous n'avez pas une grosse baraque de malade, mais vous avez une baraque. Voilà. Peut-être dans le 77 ou dans le 78, vous avez une baraque. Au bout de 12 ans. Alors que vous serez parti avec un banquier, vous aurez payé pendant 25 ans. Et c'est de l'argent qui serait sorti
de votre... c'est de l'argent c'est du passif, en fait. C'est de l'argent qui sort de votre poche. Alors, point important, d'ailleurs que j'ai oublié de dire, j'ai pas inclus les dividendes ici. J'ai inclus juste la performance boursière. C'est-à-dire, je suppose qu'au bout de 12 ans, vous revendez vos actions. J'ai pas inclus les dividendes que les entreprises pourraient vous donner. Ok? Alors maintenant, voilà, Karim il est content. Hein, il se dit, c'est bon, j'ai ma maison. Après, attention, ce n'est pas facile d'être aussi rigoureux. D'accord? Moi, personnellement, j'arrive à le faire. Tous les mois, j'investis en bourse. Et Dieu sait que j'investis plus de 400 euros. Ok? Ok. Alors, imaginez que Karim, il se dit, je vais investir pendant 25 ans. C'est-à-dire, il gagne toujours, comment dire, il reste toujours avec ses 400 euros et ses 60 000 euros qu'il a mis au début. Il se dit, allez, je me sacrifie, je paye pendant 25 ans. Eh bien, au bout de 25 ans, Karim a 1 946 000 euros. C'est des dollars, mais c'est une simulation. Si vous mettez des euros, c'est pareil. Inflation et prix de l'immobilier déduit. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il peut acheter l'équivalent de 4 maisons de 400 000 euros d'aujourd'hui. S'il investit jusqu'à 25 ans. C'est pour ça que, vous voyez, je ne sais pas si la démonstration vous a convaincu, mais moi, ces résultats-là, ils sont clairs pour moi. C'est-à-dire, j'irai pas faire, même d'un point de vue strictement économique, j'irai pas faire un prêt à la banque. C'est de l'arnaque. C'est de l'arnaque. En tout cas, dans un schéma, je travaille, je paye 25 ans, c'est de l'arnaque. Économiquement parlant, je ne parle même pas d'éthique, économiquement parlant. Maintenant, si vous me dites, je pars à la banque, je fais un crédit pour investir, économiquement, ça peut être intéressant. Par contre, éthiquement, non. Éthiquement, non. Après, voilà. Mais éthiquement, non. Ok? Alors là, c'est le boulevard des questions. Donc, si vous avez des questions, des remarques, c'est le moment. Posez toutes les questions que vous voulez, que ce soit en rapport avec ça ou bien de manière globale relative à l'investissement en bourse ou à l'actualité, etc. Ou bien des questions économiques. Allez-y, ne vous gênez pas, je vous écoute. Moi, j'ai juste une petite question. Je reviens sur une information que vous avez donnée au départ sur le fait que le daily trading fait partie du hasard, donc du coup il est licite en termes de travail, Oui. D'opération. La question que j'ai, c'est si aujourd'hui, est-ce qu'il y a une durée minimale pour d'achat et de vente, si on s'oriente vers un trading, mais je sais pas moi, d'une semaine, parce qu'on sait qu'une action qui est bien sûr licite va faire un mouvement, qu'on a des informations à travers le marché ou des choses comme ça. Est-ce qu'il y a une durée minimale par rapport à ça? Parce que vous avez mentionné aussi qu'il faut garder Oui. faut garder l'actif pendant 1 an minimum. Oui, un an, c'est ce que recommandent les savants. Ils disent D'accord. 1 an. Alors, pourquoi ils ne l'ont pas mis en obligation? Ils n'ont pas mis en obligation. Oui, par rapport à un des intervenants, il y aura un replay. Je vais mettre le replay du live sur ma chaîne YouTube. Alors, les savants, ils recommandent 1 an. Alors, pourquoi c'est une recommandation et pourquoi c'est pas une obligation? C'est pas une obligation parce que si demain, c'est ce que je disais, vous découvrez que le management, enfin, si le management change, ou bien comment on appelle ça, il y a des choses il y a un vice qui était caché, c'est-à-dire des entreprises ont maquillé leurs comptes.
ont maquillé leur compte et que vous le découvrez, bah, même si vous êtes sur la boîte depuis une semaine ou 3 jours, bah, vous vendez la boîte. Vous vendez. Vous n'allez pas vous dire, ah, les savants ont dit c'est obligatoire de rester 1 an, alors je ne peux pas rester. Non. Il y a une vis, il y a un vice, pardon, qui est caché, et donc vous pouvez vendre la boîte. Ok. Et donc, les savants, ils recommandent 1 an. Pourquoi? Parce qu'eux, ils disent, bah, il faut que l'entreprise puisse investir votre argent. Alors, je ne vois pas tous les commentaires. Il faut que l'entreprise puisse investir votre argent, fructifier votre investissement pour que vous puissiez en profiter. Et vraiment, c'est pour ça que moi, je donne l'exemple comment on appelle ça, de la vie active, de la vie présente. Est-ce qu'aujourd'hui, je ne sais pas comment vous appelez, mais si aujourd'hui vous faites une entreprise et qu'il y a quelqu'un qui vient qui vous dit il veut investir avec vous et que vous lui ouvrez son capital, vous lui ouvrez son capital et au bout d'une semaine, il vous dit il part. Et 2 semaines après, il revient. Vous allez lui dire mais c'est pas sérieux, mais qu'est-ce que tu fais voilà. Donc les savants, en fait, c'est sur ces bases-là, sur ces éléments-là, qu'ils ont émis ce type de règles. Donc, le day trading, même si vous êtes à la semaine ou au mois, ça reste une durée trop courte pour dire j'investis et au bout d'un mois, j'ai le résultat de mon investissement. En tout cas, ce qui est recommandé, c'est au minimum 1 an. Et la chose intéressante, c'est quoi? C'est que la chose qui est intéressante, c'est que les études même en bourse montrent que les personnes qui perdent le plus d'argent, ce sont les personnes qui ne restent pas assez longtemps sur les actions. 89% des traders perdent l'intégralité de leur capital la première année. Parce qu'ils font du day trading, ils font du trading, etc. Ok. Et donc voilà. Moi perso, quand je pars sur une boîte, en général, sauf cas exceptionnel, je pars sur 5 ans. Et les investisseurs que je suis, entre guillemets, en tout cas dont je me réclame de la philosophie d'investissement, comme Warren Buffett, comme Peter Lynch, comme Charlie Munger, etc., qui sont des renoms dans l'investissement, c'est des personnes qui gardent une action pendant 20 ans. 40 ans. Vous voyez, bon, je ne vous dis pas de faire la même chose, mais voilà, plus vous restez en bourse, plus vous avez des chances de fructifier votre capital. Ok. Et pour finir avec une citation, la bourse, c'est l'endroit où les impatients donnent de l'argent aux patients. Voilà, je caricature, mais c'est vraiment ça. Ok. Merci. Il y a Idrissa qui avait posé une question. Alors, je ne l'ai pas vu parce que c'est dans le chat. Je vais regarder. Alors, les modalités de la formation. Alors, la formation, aujourd'hui, elle se fait en ligne. Vous avez un certain nombre d'informations, c'est-à-dire vous avez des exercices, vous avez la philosophie d'investissement, vous avez les critères d'investissement. Les critères d'investissement, c'est-à-dire la méthode PAF. Et à la fin, vous avez un support récapitulatif. Donc, on va vous apprendre comment ouvrir un compte d'investissement, comment investir, c'est quoi la stratégie d'investissement, c'est quoi les sociétés qu'il faut cibler, c'est quoi les critères, comment est-ce que avec des plateformes en ligne, vous pouvez vous appuyer pour rapidement détecter des sociétés PAF. En tout cas, ça peut vous aider, on va dire. Okay. Sinon, vous achetez le sélecteur d'actions 120. Et il y a une promotion, c'est-à-dire qui est valable par contre 48 heures. C'est-à-dire si vous prenez aujourd'hui la formation, enfin aujourd'hui ou dans les prochaines 48 heures, vous avez une réduction de 15%. Ok. Donc c'est valable 48 heures, on va dire c'est valable demain, c'est valable dimanche, ok. Et donc vous avez 15% de moins. Et très honnêtement, aujourd'hui la formation est elle est à 199 €.
Et honnêtement, cette formation, elle vaut 500 euros. Elle vaut vraiment 500 euros, voire plus. Mais comme c'est un produit, enfin ces types de formations sont rares, en tout cas en ligne hein, et sur le net, des formations investissement finance islamique, vraiment qui rentrent dans le détail comme ça. En tout cas moi je n'ai pas vu, mais peut-être que je me trompe. C'est rare. Et il y a aussi la notion de l'idée d'accompagner les frères et les sœurs qui veulent investir, voilà, qui ne savent pas comment, machin, etc. Et il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui tombent dans des choses qui ne sont pas autorisées, du livret A, de l'assurance vie adossée à des unités de compte, etc. etc. Okay, et donc voilà, c'est pour ça que je l'ai mis à ce prix-là. Mais très honnêtement, je connais des personnes en ligne qui vendent des formations moins qualitatives que celle-là, et qui la vendent à 1000 euros ou à 700 ou 800 euros. Okay, donc pour répondre à ta question, Idrissa, tu peux accéder à la formation directement sur investisseurrentier.fr. Donc tu vas arriver sur cette page investissement en bourse sur la finance islamique, tu fais ton paiement et tu as accès à un ensemble de contenus vidéo, d'exercices, comme je l'ai expliqué. Donc c'est une formation de 4 heures. Alors c'est 4 heures, mais vous n'allez pas la faire en 4 heures, parce qu'à un moment vous allez faire des pauses, vous allez faire des exercices, etc. Donc voilà, et à la fin, vous avez une attestation qui sort. Et chose supplémentaire, je propose du coaching pour ceux qui le souhaitent, du coaching. C'est-à-dire, une fois que vous avez fini la formation, je peux vous accompagner. Vous pouvez me dire, mon objectif, moi, c'est de préparer une épargne pour mes enfants. Ou bien mon objectif, moi, c'est d'acheter ma résidence principale. Et voilà, et je peux vous accompagner. Alors, je ne suis pas conseiller financier, je ne suis pas habilité à vous donner des conseils d'investissement, mais je peux vous donner mon avis et ma philosophie d'investissement et comment j'aurais fait les choses. Ok? Et donc, il y a un coaching qui est disponible aussi en ce sens. Et très prochainement, je vais créer un forum où les personnes qui ont assisté, qui ont souscrit à la formation, peuvent poser des questions ponctuelles. Par exemple, la bourse baisse, par exemple là typiquement, comme je le disais, j'ai fait une communication à tous nos clients en leur disant, la bourse baisse, ne vous inquiétez pas, gardez le mindset, continuez à investir tous les mois et profitez, c'est les soldes et restez sur vos entreprises qualitatives. Et ceux d'entre vous qui veulent faire une stratégie d'investissement, vous pouvez faire une réallocation. Par exemple, moi, et après je finis la parenthèse, l'inflation depuis mars 2021, j'ai anticipé une forte inflation. Et je me suis mis sur des sociétés, par exemple, qui sont adossées à l'or. C'est-à-dire, c'est des sociétés qui possèdent... ce sont des sociétés qui possèdent, comment dire, des mines d'or. Et en période d'inflation et en période d'incertitude, les matières premières, dont l'or, ont tendance à augmenter. Okay, ils ont tendance à augmenter. Et donc, j'ai eu raison, cette société-là, elle a explosé. Okay, et je me suis mis aussi sur des sociétés énergétiques. Okay, j'ai anticipé, je me suis dit... En fait, gardez une chose à l'esprit. Quand il y a de l'inflation, les sociétés qui sont dans les matières premières, qui sont dans l'énergie, explosent. Elles explosent. Ok? Et voilà, c'est tout ça en fait, la philosophie d'investissement, etc. Et c'est tout ça qu'on vous apprend dans la formation. Il y a des personnes qu'on a formées à aujourd'hui qui ont eu le mindset, qui ont eu comment on appelle ça, la philosophie, et aujourd'hui qui sont autonomes et qui peuvent même prendre parfois des risques sur certaines choses que moi j'aurais pas pris, par exemple. Hein. Mais voilà, c'est surtout ça. Et on va vous donner vraiment des outils même au quotidien. Par exemple, on va vous recommander des chaînes. On va dire abonnez-vous à telle chaîne, telle chaîne. Il y a du contenu économique qui va vous
aider dans l'analyse voilà, de votre investissement. Okay. Après, on a notre chaîne investisseur rentier, mais il y a du lourd qui arrive à partir du mois de juin, donc bientôt, à partir du mois de juin, où on va mettre des interviews d'investisseurs, enfin des investisseurs dont la philosophie d'investissement nous a convaincus et sur laquelle nous on est en investissant. Et je veux faire des commentaires, des choses comme ça, ou bien des vidéos relatives à de la motivation, toujours au mindset. Donc ça, c'est du lourd, ça va arriver. Il y a eu beaucoup de choses ces derniers temps, donc j'avais pas forcément le temps. Mais là, ça va arriver, donc vous pouvez vous abonner à Investisseur Rentier. Donc on arrive à la fin du webinaire. En tout cas, je souhaite vous remercier pour votre présence. Voilà, n'oubliez pas le code promotionnel qui est valable 48 heures. Donc c'est BIE, enfin bien pour bienvenue, hein, bien 15, et vous avez moins 15%. Bon. Merci beaucoup pour ma part, c'est très intéressant, j'ai beaucoup appris, même si c'est pas ma... Oui. Je pense que c'est la deuxième fois que je suis une conférence. Oui. Du coup, j'ai appris pas mal de nouvelles choses, toujours très intéressant. Ok, merci bien. Effectivement, Oumar a suivi effectivement la formation finance islamique, en physique d'ailleurs, en physique. Après, effectivement, il y a aussi d'autres aspects. Bon, je ne veux pas rentrer dans le détail, mais moi, ce que je dis, c'est que si vous pouvez trouver des opportunités d'investissement qui peuvent vous donner plus de 20%, enfin plus de 18% de rendement par an, c'est pas la peine de venir en bourse. Voilà, je suis franc, je suis cash. Voilà, pour moi, si vous avez un business qui peut vous rapporter 20-25% de rendement à l'année, voilà, venez pas en bourse. Ok, à la différence que, après, dites-vous que 18% en bourse, ça va vous prendre, moi ce que je dis dans mes formations, ça va vous prendre 10 à 15 minutes pour investir tous les mois. Ok, c'est que je dis tous les mois, vous vous connectez, vous regardez, vous prenez des décisions en 10-15 minutes et vous vous déconnectez. Ok, alors qu'un autre business, vous allez mettre peut-être beaucoup plus de temps, etc. Mais à rendement, comment dire, à effort équivalent, si vous avez un business qui vous ramène plus de 20% par an, venez pas en bourse. Voilà, mais je pense que ça doit être un bon business. Donc voilà, et au-delà même quand même de l'aspect bourse, il y a quand même une partie mindset qui je pense, comme l'a dit Oumar, hein, même si vous n'êtes pas sur la bourse, il y a quand même une partie mindset qui va vous apporter une grosse plus-value. Il y a des personnes qui ont fait la formation comme Oumar et qui n'ont pas investi en bourse, mais qui, en tout cas, voilà, dans la formation, leur a donné un plus sur d'autres aspects du business. Il y a aussi ça qui est un plus. Okay, même si, bien évidemment, c'est la bourse le terme principal. Je sais pas, tu es d'accord avec moi, Oumar, ce que je viens de dire? Oui, je suis totalement d'accord. Et d'ailleurs, tu m'avais conseillé Tammy Cavage que je suis régulièrement. J'avoue qu'en fait, voilà, toutes les informations que j'apprends, que ce soit avec lui, à travers toi ou voilà, à travers peut-être d'autres personnes, ça m'aide énormément en fait à développer mon mindset. Exactement. Voilà, exactement. Agir dans le domaine. Exactement. Oui. Tammy Cavage fait partie effectivement des chaînes qu'on recommande. Voilà. Voilà. Et comme je l'ai dit, on va monter aussi en puissance sur notre chaîne pour vraiment mettre du contenu très intéressant, beaucoup plus précis. Il y aura un forum où vous pouvez poser des questions, machin, etc. Il y a le coaching. Et aujourd'hui, ce que vous avez en termes de contenu de formation en ligne sur la finance islamique est vraiment suffisant, voilà, pour pas que vous ayez des surprises en investissant en bourse, quoi.
Donc voilà, voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pour ma part, non. Merci beaucoup en tout cas pour la présentation. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Mustafa. Ok, merci bien. Merci à tous. Donc, on va clôturer, Inch'Allah. Et je vais vous envoyer un lien avec le replay de la vidéo. Comme ça, vous pouvez refaire le webinaire. Et ce que je dis toujours, c'est que même pour les personnes à qui j'ai donné une formation, je leur ai dit, il y a une règle très simple. Vous avez fait une formation, si dans un mois, vous ne commencez pas, c'est fini, c'est mort. Parce que la dynamique, là par exemple, vous avez suivi une formation, un webinaire, mais en tout cas, je l'espère, je pense qu'il y a une certaine dynamique qui s'est créée en vous. Et je pense que cette dynamique-là, il faut tout de suite l'exploiter. Et même quand vous allez faire la formation, ne restez pas un mois. Voilà, vous faites la formation, au bout d'une semaine, vous vous lancez. Voilà, vous ouvrez votre compte, vous commencez à acheter des actions. Si vous n'avez pas d'argent, vous n'avez pas de cash tout de suite, mais au moins vous ouvrez votre compte et vous pouvez ouvrir des portefeuilles virtuels pour vous entraîner. Et ça, c'est dans la formation. Dans la formation, on parle aussi de l'aspect des portefeuilles virtuels où vous pouvez vous entraîner, etc. Mais si vous n'appliquez pas, vous allez oublier. Et si vous oubliez, vous allez avoir peur. Et si vous avez peur, vous n'allez pas investir. Voilà. Voilà. Merci beaucoup. Et je vous dis à très bientôt, Inch'Allah Ta'ala. Merci bien. Merci. Allez, bonne soirée.